dimanche 22 mars. Bonjour Brest, les confinés parlent aux confinés. J'espère que vous allez tous bien en ce jour de confinement numéro combien? Est-ce qu'on est là aujourd'hui? 6, c'est ça? Sixième jour ou jour 5, je sais plus. Bref, on perd les repères avec cette situation. Malgré le confinement, on continue le podcast, même si l'actualité est un petit peu évidemment différente. Et aujourd'hui, donc Quentin est absent. Je suis encore avec Yann. Yann, comment vas-tu? Bonjour, très bien, toujours vivant, je ne tousse plus, il y a du progrès. Bon, bah, tant mieux. Et aujourd'hui, nous accueillons un nouvel invité, très célèbre pour ceux qui sont sur Twitter notamment, et pas que d'ailleurs. J'ai nommé Thibaut. Comment vas-tu, Thibaut? Très bien, très bien. J'espère remplacer correctement Quentin, mais enfin, ça va être compliqué, mais j'espère. En tout cas, bienvenue dans notre podcast. Toi qui es d'habitude un fidèle auditeur, je crois, en tout cas régulier. Oui, oui, bien sûr. Donc, Vous avez fait un sacré travail d'ailleurs cette saison, faut le signaler. c'est vrai. Ça fait plaisir de t'accueillir en tout cas avec nous. Alors aujourd'hui, le programme il va être un petit peu différent. On va revenir d'abord dans un premier temps sur la situation globale du football français et donc de Brest évidemment dans un second temps. On aura quelques news que tu as renommées, je sais plus comment Yann d'ailleurs, tu as prévu de... J'aurais dit plutôt quelques points d'actualité, d'initiative autour du Cervestov, parce que voilà, c'est pas vraiment des news, mais certaines choses se passent quand même. Très bien. Et ensuite, on parlera un petit peu du bilan. On en a parlé on va en parler également avec Thibaut, du bilan de la saison qui est pour l'instant arrêtée. Va-t-elle reprendre? On se posera la question. Avec peut-être nos meilleurs moments, les moments les plus sympas qui ont été vécus depuis août. Également les matchs ou les moments qu'on a le moins aimés. Peut-être des retours sur nos déplacements qui sont plus ou moins bien passés. Pour rappel, et en tout cas pour ceux qui ne le savent pas, Thibaut, toi, tu étais à Reims pour le dernier match post-apocalypse, comme tu dis, donc peut-être que tu pourras nous en toucher quelques mots. Pré-apocalypse. Oui, pardon, je suis déjà dans le jet à la post-apocalypse, c'est pour ça. Peut-être un premier point d'abord, du coup, pour commencer ce podcast sur le calendrier de Ligue 1 qui est officiellement suspendu jusqu'au 15 avril. Alors nous, on enregistre, on est le dimanche 22, donc c'est techniquement dans 3 semaines que la Ligue 1 doit reprendre. Déjà, je pense qu'on peut faire un constat, vous allez me dire ce que vous en pensez. Il y a peu de chances que ça se passe comme ça. Ouais, je pense que ouais, ça devrait pas reprendre d'ici un moment. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je suis ni expert médical ni rien, mais on est parti pour quelques semaines de plus. Donc, ça devrait pas reprendre avant cet été. Quid de si on joue les derniers matchs. Il en reste combien d'ailleurs Alors, on a fait 28 journées, il en reste encore 10. Alors, pour Brest, 10, ouais. donner, parce que donc 10. la liste, c'est 5 matchs à domicile, 5 matchs à l'extérieur qui restent à jouer théoriquement. À domicile, il y a Lille, Marseille, Monaco, Montpellier et Nîmes. Donc, un programme quand même assez costaud. Et à l'extérieur, c'est Metz, Strasbourg, Paris, Nantes et Lyon. Donc, là aussi, un programme bien chargé et plutôt indigeste. 10, ça reste calable en un été, hein, vu qu'ils ont Reporter l'Euro. reporté l'euro, mais ouais, à voir. Mais après, le problème, c'est que ça reste calable en un été, mais il faut aussi penser à la saison suivante, aux Voilà, vacances des exactement, la joueurs. préparation, c'est vrai. Ça va, le calendrier finalement est assez compliqué. Et la suppression de la Coupe de la Ligue l'année prochaine tombe à pic finalement. Est-ce qu'on aura la dernière finale d'ailleurs? Ah ouais, exactement. Est-ce qu'on aura la dernière finale? Rien n'est sûr. Du coup, on est vraiment dans l'expectative là, pour beaucoup de choses. Yann, tu en penses quoi toi? Je vais être un peu plus drastique, mais pour moi, ça reprendra tout simplement pas. On verra comment ils vont organiser, mais je pense qu'aucun des 10 derniers matchs ne sera joué. Alors avant d'en parler, d'évoquer les scénarios, et justement, si les 10 derniers matchs ne se jouent pas, qu'est-ce qu'on fait? Parce que est-ce qu'on reste sur la saison telle quelle et on fiche les classements, ou est-ce qu'on reprend le classement de l'année dernière ou pas? Il y a des avis différents là-dessus. Juste un petit point du coup très très rapide sur la situation en France aujourd'hui, hein, donc au 22 mars, ça peut évidemment changer. Donc l'Euro, comme tu disais, Thibaut, a été reporté en 2021. Donc ça se jouera du 11 juin au 11 juillet. Hein, ça a été décalé complètement d'un an. Donc je pense que c'est ce que les différentes ligues souhaitaient de toute manière partout en Europe. Et du coup, suite à l'annonce du report de l'Euro, c'est les ligues qui prennent les compétitions domestiques qui prennent l'ascendant. Donc il y a eu un conseil d'administration à la Ligue de football professionnel qui s'est réuni le 17 mars dernier, donc c'était mardi. Et donc c'est Didier Quillot, qui est le directeur général, si je ne dis pas de bêtises, qui a rappelé que la priorité des priorités, c'était de terminer le championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 absolument.
compte tenu, je cite, des enjeux sportifs et économiques. Et il ajoute dans son communiqué que cette priorité est vitale pour l'avenir des clubs et du football français. D'accord ? Donc vraiment, ils vont essayer de tout faire, je pense, pour caser, même si c'est cet été ou quoi, ils vont faire en sorte de faire ça. Il y a un souci, évidemment, c'est comment cumuler championnat et Ligue des Champions et compétitions intercontinentales, continentales, en tout cas, qui doivent se jouer. Tous les scénarios possibles sont étudiés concernant la mise en place du calendrier pour terminer la saison. Et la LFP ajoute toutefois que l'ensemble de ces scénarios, c'est pas évident, sont dépendants de la date de sortie de la crise sanitaire. Du coup, concrètement, il faudrait boucler la saison avant le 30 juin, parce que c'est là que les contrats se terminent, en fait, légalement. Ça veut dire qu'à Brest, en fin de compte, le 30 juin, ne seront plus sous contrat Johan Cour, Jean-Charles Castelletto, Donovan Léon, Gaëtan Bello, David Kiki, Ludovic Ball, Mathias Autrette, Kevin Mailly. Ça, c'est terminé le 1er juillet, normalement, sauf dérogation, prolongation, ils sont pas là. Paul Lannes également à 1 an, mais avec une année en option, donc sera-t-elle levée, on peut l'imaginer dans cette situation. Plus les prêts, donc Mendy et Grand Cyr, qui eux retourneront respectivement à Bordeaux et à Monaco. Donc ça fait du monde. Et voilà, il y a la date, Noël Le Graët a évoqué la possibilité de décaler la date butoir du 30 juin au 30 juillet ou 30 août. Mais voilà, comment est-ce que vous organiseriez la fin de saison ? Yann, tu disais que ça ne rejouerait pas. Tu prendrais peut-être les positions actuelles pour figer le classement et repartir là-dessus l'année prochaine, sachant qu'il y avait encore 10 matchs à jouer, ou alors celle de l'année dernière, c'est un peu délicat. Moi, il y a un modèle que j'ai vu, je crois que c'est les Suisses qui comptent faire ça, c'est diviser le championnat en sorte de play-off, ce qui serait plus juste pour les équipes d'en haut et celles d'en bas. Le souci qu'on aurait en Ligue 1, c'est que tu te retrouverais avec des play-offs à 10 pour jouer l'Europa League, quoi. Parce que je peux comprendre, tu vois, je pense qu'honnêtement, Brest est peut-être une des seules équipes du championnat qui a intérêt à ne pas reprendre. Je pense où une équipe comme Metz peut espérer finir bien mieux, une équipe comme Amiens et Dijon peuvent encore espérer se maintenir. Brest, franchement, je suis pas sûr qu'on puisse terminer au-delà de 14e après avoir fait les 10 matchs. Mais après, du coup, comme je vois l'intérêt, je pense quand même que ce système de play-off, notamment pour la descente, pourrait être très bien. Ça permettrait peut-être de lisser les inégalités de calendrier. Mais ça pourrait nous pénaliser. Oui. Parce que je sais pas entre le combientième et le combientième pour la descente. Ouais, voilà. C'est ça, je considère que quand même, les 14e, on a 7 points d'avance sur le premier relégable, on devrait pas vraiment être concerné. J'aurais fait quelque chose entre le 15e et le 20e par principe, mais... Est-ce que tu impliques Toulouse qui est complètement largué depuis un moment ? Est-ce que tu impliques Amiens dans le truc ? Enfin, en plus, le playoff, il est tellement adapté à notre modèle français, je trouve que quand même les barrages, mais c'est pas trop dans l'air dans notre mode de fonctionnement. J'ai du mal à imaginer ce genre de scénario. Thibaut, toi, t'aurais mis quoi en place, toi, si t'étais aux manettes, si t'étais Didier Quillot, là? Je ne suis pas Didier Quillot. Non, mais je pense qu'on va vers un scénario à la Aulas, presque, en fait. Juste figer et reprendre le classement de l'an dernier pour ce qui est des places européennes. Et Toulouse descendrait pas dans ce cas. Enfin, du coup, ça veut dire pas de montée, pas de descente. Pas de montée, pas de descente, non. Enfin. On salue les Lorientais. Ce serait assez terrible pour Lens aussi. Ça nous convient en tout cas. C'est sûr. Après, c'est vrai que pour des clubs, en fait, de toute façon, je pense pas qu'il puisse y avoir de justice parfaite dans cette situation. Il y aura forcément des clubs qui seront lésés ou qui en sortiront vainqueurs. Par exemple, si on pense à Lyon, là, s'il prêche pour sa paroisse, il est actuellement 7e, je crois, et donc il serait en Ligue des Champions l'année prochaine. Saint-Etienne, qui est complètement largué, serait en Ligue Europa. Donc c'est assez injuste pour des clubs pareil. Je sais pas, je pense à qui, par exemple Rennes qui sera en Ligue des Champions, qui n'y serait pas du coup. Je pense qu'ils vont vraiment tout faire pour essayer jusqu'au bout de finir la saison, mais la situation sanitaire fait que ça risque d'être compliqué, quoi. Et puis après, même si on finit la saison, ça sera pas forcément le plus juste parce que ça sera forcément sur un délai assez réduit. Et ce qui va ressortir, c'est que les équipes avec les plus gros effectifs seront forcément avantagées. Enfin, je veux dire, à Brest, on joue avec un noyau de 20, 21 joueurs, grand maximum, et encore, je te dirais même plus 14-15 sur des titulaires fiables. En jouant 3-4 matchs en 2 semaines, les blessés arrivent vite. En plus, en parlant des blessés, c'est intéressant que tu en parles, parce qu'il y a eu Benjamin Guy, donc le préparateur physique du club, qui a parlé, je sais plus, c'était sur Bein, je crois qu'il était interviewé par Margot Dumont,
Il estime que voilà, pour une période d'inactivité, parce que là les joueurs s'entraînent un peu chez eux, mais c'est quand même pas, ça remplace pas l'entraînement. Donc une période d'inactivité qui sera d'une durée minimum de 15 jours, il faut au moins 15 jours de reprise en fait, comme si c'était une nouvelle saison qui commençait. Donc après, à partir du moment où on pourra remettre le nez dehors et s'entraîner, il faudra encore 15 jours minimum avant que la saison ne débute. Donc ouais, voilà, moi je suis assez d'accord avec vous dans le sens où ça n'aura pas le temps de reprendre et je sais pas pourquoi les décisionnaires enfin j'espère en tout cas qu'ils planchent sur la question, savoir comment est-ce qu'on fait si c'est impossible de continuer, quoi. Ouais, faut pas casser les joueurs. Ouais. C'est sûr que il y a cette dimension de préparation physique qui va rentrer en compte. Hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, hein, qu'il faudrait un certain temps, qu'il faudrait un certain temps avant de. Il y a Bruno Grougy qui parle dans l'Ouest France du jour ou d'hier, je sais plus, et il dit qu'en général, quand c'est la trêve hivernale et qu'il y a 7 à 10 jours de coupure, et qu'ils reprennent par le match de Coupe de France, le fameux match du 5 ou du week-end, en fait, du premier week-end de janvier, oui. Après avoir coupé pas tellement, finalement, et en ayant pu aller courir dehors et s'entraîner un petit peu dehors, les sensations sont pas du tout bonnes. Il faut attendre le deuxième et le troisième match pour retrouver ces sensations. Alors là, imaginez, après une coupure de 15 jours minimum et qui sera certainement plus longue, effectivement, la santé des joueurs sera mise à mal, c'est certain, quoi. C'est clair. Et puis, même, on arrêterait la saison en juillet, en août. Il faudrait derrière qu'il y ait des vacances, une nouvelle préparation physique. Voilà, c'est inextricable. Il y a le président du club de Brescia qui a parlé aujourd'hui, et je pense que son avis peut-être, enfin sa prise de position peut être intéressante. Il a dit à propos de la Serie A, elle se termine ici, ce virus est comme la peste, si quelqu'un veut le titre, qu'il le prenne avant il y a la vie, putain, on ne peut plus jouer cette saison. Je pense qu'effectivement, ce serait peut-être bien de couper là, d'attendre et de reprendre sur de nouvelles bases l'année prochaine, sachant que là, c'est 4 forces majeures. La situation est comme elle est, et la santé d'abord, et puis le foot finalement passera après, quoi. À moins qu'il y en ait, après, le problème, c'est que c'est les dimensions économiques qui vont entrer en ligne de compte et qui vont pousser les clubs à jouer jusqu'au bout. Donc à ce niveau-là, et les conséquences financières, j'ai regardé un petit peu de quoi il s'agissait pour être un petit peu plus précis. Donc là, on parle clairement de la survie économique des clubs français. Donc, ce qui dit plus de matchs, dit plus de rentrées financières. D'accord, donc il y a des rentrées financières, je vais les développer après, mais il y en a plusieurs. Dans l'équipe du 18 mars, il y a un dirigeant du foot français qui est resté anonyme, qui dit que des clubs, que le marché des transferts estival va s'écrouler si ça ne s'arrête, si ça ne reprend pas, et que des clubs feraient faillite en cas de championnat qui ne se termine pas. Donc ça pourrait être également compliqué. Autre conséquence, c'est tous les prestataires en fait autour des matchs, les soirs de match, genre les gens qui viennent faire la sécurité, qui viennent dans les salons, qui se retrouvent au stade en fait tous les 15 jours. Au PSG par exemple, c'est 3000 personnes qui pourraient être impactées en tout. Donc à Brest c'est moindre évidemment. On voit également dans les différents clubs la fermeture des boutiques. Donc à Brest la boutique est fermée jusqu'à nouvel ordre. Je pense pas qu'elle génère énormément d'argent, mais ça fait un complément de revenus dans tous les cas. Mais des boutiques comme, je sais pas, des gros clubs en France, ça peut être compliqué. Il y a également les musées des clubs qui ferment, à Lyon-Saint-Etienne par exemple, donc c'est plus possible de les visiter. Il y a des contrats de sponsoring qui ne fonctionnent que si le match est diffusé aussi. Donc c'est-à-dire tous les panneaux publicitaires sur les bords des matchs et tout, des terrains, là c'est pas possible. Et la question évidemment du salaire des joueurs qu'il faut continuer à payer parce que c'est des salariés. Donc en cas de mise au chômage partiel, ils toucheront 84% de leur rémunération nette et 70% de la rémunération brute. Donc pour les petits clubs, ils sont un petit peu aidés par l'État parce que c'est 6 900 euros d'aide pour l'État participe à hauteur de 6 900 euros. Mais bon, c'est dans le cadre d'un salaire d'un footballeur, c'est quand même assez minime, quoi. Donc voilà, est-ce que le Brest financièrement sera assez solide? En tout cas, j'espère que le club ne va pas souffrir trop. Mais il y a pas des systèmes d'assurance, je pense en particulier aux droits télé, par exemple. En fait, il me semble que, et quand on voit c'est la même question que pour le règlement de la Ligue 1, comment est-ce qu'on fait si ça se termine? C'est que je suis pas sûr que les assurances prennent en compte la crise sanitaire, en fait. Il y a peut-être la blessure, il peut y avoir ce genre de choses, mais la crise sanitaire comme on la vit aujourd'hui, comme c'est jamais arrivé finalement depuis la grippe espagnole, dans les années 1910-1920, a priori, elle n'est pas prise en compte. Donc ça peut créer des vides juridiques et des vides dans les assurances qui peuvent être terribles, en fait, pour les clubs. Ok. Donc voilà. Après Brest, est-ce qu'ils auront les reins solides? Je sais qu'à Lyon, les joueurs sont déjà mis au chômage partiel. On n'était pas trop mal, non? Le dernier passage devant la DNCG s'est plutôt bien passé. C'est vrai, c'était pour les comptes de la saison dernière. On était un petit peu dans le vert, mais on était dans le vert. On était 8 000 euros d'excédent, un truc comme ça.
Tu évoquais juste le point des transferts. Oui. Je pense que là, sur le coup, Brest peut être concerné parce que, mine de rien, cette fin de saison qui n'a pas lieu, ça peut aussi impacter la situation d'Ibrahima Diallo. Je veux dire, il reste sur 2 mois sans jouer. Il devrait rester, forcément. Ah oui, ça ferait 4 mois sans jouer, soit sa valeur marchande va énormément baisser, soit il devrait rester au moins 6 mois. Et on sait que c'était une rentrée d'argent attendue par le club. Et Alexandre Mendy ne serait plus là. Oups. Ouais, terrible. Terrible. Ouais, pour Diallo, je ne sais pas, effectivement, peut-être que ça va. De toute façon, il y aura des conséquences qui seront importantes dans tous les domaines et tous les compartiments, et donc dans la gestion de l'effectif aussi. Surtout pour un joueur, effectivement, dont la valeur marchande était, on avait dit, 16 millions d'euros l'offre de Leicester. Je ne sais pas si aujourd'hui Leicester proposerait une telle somme pour un joueur qui n'a pas joué, et qui ne va peut-être pas jouer pendant 6 mois, c'est peut-être un risque. Donc j'espère que Brest, s'ils ont refusé 16 millions, je les vois pas accepter 4 ou 5 dans 2-3 mois. Hein. Donc d'essayer de le garder un petit peu. Et puis le joueur a l'air lui il a pas l'air chiant, il a l'air décidé de vouloir rester. Enfin, il a l'air d'être dans plutôt une mentalité assez intéressante. En tout cas, il a pas fait le forcing pour partir à Leicester, il aurait pu. Hein. Donc voilà, je pense que déjà il est revenu chez nous après son prêt. Enfin, il a fait preuve un peu d'intelligence. Et pourtant, il semble que pas griller les étapes. Ouais, c'est ça exactement. Et pourtant, son frère qui lui disait de rester à Monaco, et lui a quand même fait le choix de venir à Brest, donc c'est que il en a également dans la tête. Son frère qui ne joue plus d'ailleurs. Ah oui. Alors du coup, avant enfin là on a fait un petit point rapide sur la situation du foot en France. Donc l'Euro est annulé. Les matchs amicaux de l'équipe de France également donc sont reportés à une date ultérieure. C'est un peu le grand fouillis. Et la situation à Brest, le club a longtemps bégayé finalement en fait depuis le début de la crise, parce que le dimanche dernier, donc dimanche 15 mars, ils prévoyaient de reprendre le lundi 16. Puis ils ont décalé au 18, puis finalement ça a été décidé que la décision est tombée de suspendre tous les entraînements, donc jusqu'à nouvel ordre. Donc pour l'instant à Brest il n'y a plus rien. Les joueurs sont rentrés chez eux, donc on a discuté rapidement avec Romain Perrault qui lui est descendu dans le sud par exemple, il s'est rapproché de sa famille. L'école, donc la Croix-Rouge notamment, qui est partenaire avec le stade pour les jeunes, est fermée, donc la plupart des jeunes également sont rentrés dans leur famille. Le centre étant fermé. Donc voilà, c'est chômage chômage, c'est en tout cas pas de travail et pas d'activité au club pour les joueurs et la plupart des actifs, quoi. Concernant le match de Lille, donc le dernier podcast qu'on avait fait, c'était la présentation du match de Lille. On aurait dû être en train de le débriefer dans ce podcast numéro 34, mais bon, évidemment, ça va pas être le cas. Concernant le match de Lille, les billets, donc les gens qui avaient acheté des billets peuvent le faire rembourser. Ils peuvent demander au club un remboursement, parce qu'évidemment, on ne sait pas quand il va se jouer. Mais les abonnés, en revanche, devront attendre, parce que si jamais les matchs sont décalés à plus tard et qu'on peut y assister, il n'y a pas de raison de demander un remboursement. En revanche, s'ils ne sont pas joués, j'imagine qu'un geste sera fait soit sur un abonnement l'année prochaine, soit sur un remboursement, je ne sais pas du tout, on n'a aucune info là-dessus, on vous le dira plus tard. Et enfin, j'ai vu une interview donc du staff de Brest qui précisait qu'en cette période, c'était vraiment le mental aussi des joueurs qui allait être très important. Le fait de pas lâcher, parce qu'en fait, ce qui est très dur, c'est de pas avoir de date de reprise pour eux. Ils savent pas si c'est dans 10 jours, dans 15, dans un mois. Et du coup, certains pourraient être tentés de rien faire et de faire un peu n'importe quoi en disant, de toute façon, on verra bien. Et donc, prendre du poids, par exemple, perdre du muscle, etc., et que la reprise soit très compliquée. Donc voilà, la situation à Brest, pour l'instant, c'est un peu pareil que dans tous les clubs français. On attend de voir. Et c'est confus. Quelque chose à rajouter, messieurs, sur la situation, peut-être vous, sur la situation globale, sinon, du foot comment est-ce que vous le vivez? Parce que mine de rien, c'est rare d'avoir une si longue période sans foot. Est-ce que vous le vivez bien? Comment vous vivez la vie sans Brest? Personnellement, je regarde des résumés. Nos buts de la saison dernière, ceux de cette année. Je continue, petite dose journalière de Stade Brestois. Personnellement, j'ai trouvé une autre petite astuce dont je vous parlerai juste après. Très bien, on a hâte de le savoir. Alors du coup voilà pour la situation globale, on va pas pour l'instant on a fait avec les infos qui sont en notre possession, on va pas inventer des choses, on est resté sur des faits très concrets et à partir d'infos qui sont vérifiées et qui sont sûres. Maintenant peut-être Yann la partie news, donc la partie initiative dont tu voulais parler avant de parler nous plus du bilan de la saison du stade pour l'instant et de la saison qui est peut-être du coup terminée, on ne sait pas. Alors Yann, tu avais plusieurs trucs à... Alors, avant de les démarrer, je vais vous expliquer un peu comment je fais pour survivre sans Stade Brestois. En fait, je continue à survivre avec le football à Brest. Mais, et c'est là toute l'astuce, c'est pas le Brest français,
c'est un petit clin d'œil à mon ami Quentin qui n'est malheureusement pas là. La Biélorussie est en fait un des derniers championnats en Europe, voire au monde, où ça continue de jouer. Cette saison, il y a 2 clubs de la ville de Brest qui sont en première division. Donc le premier, le Dynamo Brest, champion en titre, vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie, qui a donc démarré le championnat cette semaine avec un triste match nul face au FK Smalia Vichy. J'ai regardé, c'était vraiment pitoyable à voir. Désolé. Et il y a l'autre équipe de Brest, le Roure Brest, il me semble, qui est donc jeune promu, qui est favori pour la descente, mais qui a démarré sa saison en battant le Dynamo Minsk. Alors c'était incroyable, c'était pas forcément mérité, mais voilà, c'est ma petite dose de Brest quotidienne. On est quand même tombé bien bas si on doit en arriver là. J'en connais qui le font en temps normal pour le plaisir. On ne va pas les citer, mais on embrasse Quentin. Sinon, une initiative des Celtic Ultra également, Yann. Je pense que tu es plus à même de nous en parler puisque tu connais mieux. En fait, donc le groupe des Celtic Ultra, donc groupe de supporters, un des groupes de supporters du club a lancé donc ce dimanche une cagnotte en ligne sur laquelle les gens peuvent participer, déposer de l'argent, faire un don, tout simplement, un don d'argent. Nous avons partagé cette cagnotte sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter notamment. Et donc l'intégralité des dons seront reversés au CHU de Brest en fait pour aider les soignants. Alors c'est une petite cagnotte, donc je vais vérifier. D'ailleurs, j'étais dessus tout à l'heure pour voir. Il y avait déjà pas mal d'argent qui était tombé mine de rien avec assez peu de participants, donc les gens sont assez généreux. Alors je vais vous donner donc le lien est sur notre site. Et à l'heure actuelle, donc la cagnotte a été lancée il y a 1 heure. Il y a déjà plus de 500 € qui ont été collectés avec 27 participations, donc c'est vraiment quelque chose de très très positif. Et donc ils ont lancé je vous lis leur communiqué. Donc la France est confrontée à une crise sanitaire sans précédent. Rendons hommage à ces héros du quotidien qui œuvrent tous les jours en première ligne pour nous et en particulier au personnel du CHRU de Brest qui doit faire face à des pénuries en tout genre. Modestement, nous souhaitons, donc les Celtic Ultra, apporter notre contribution en lançant une cagnotte destinée au centre hospitalier brestois. L'intégralité des dons leur sera reversée afin que l'argent soit utilisé comme bon leur semble. Il va de soi que nous exhortons chacun à rester chez soi, car c'est le meilleur moyen de les soutenir. Force à tous ceux qui sont confrontés de près ou de loin au coronavirus, nous en sortirons plus forts. Alors en cette situation sanitaire exceptionnelle, je trouvais intéressant de partager leur initiative que je trouve très louable et vraiment, vraiment très bien. Donc déjà 500 €, c'est un beau geste. Je pense que l'hôpital sera content de voir ça et que j'espère que la cagnotte va monter. Par ailleurs, d'autres initiatives, Yann, peut-être, ou Thibaut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de certaines choses en particulier. Alors moi j'en ai 2 autres. La première qui est un peu dans la lignée de ce que Thibaut fait pour avoir sa dose de Stade Brestois, c'est la page Facebook allebrest.com tenue par l'ami Maxime qu'on salue, qui poste tous les jours un petit souvenir du Stade Brestois de sa dernière décennie. Donc il y a évidemment le résumé du match contre Lorient, mais il y a aussi des trucs plus anciens. Là, par exemple, avant-hier, c'était le but de Cédric Fabien en 2010. Donc c'est tous les jours. C'est la petite dose quotidienne. Ça fait du bien. Enfin, en tout cas, ça fait pas de mal. C'est peut-être plus orienté vers les jeunes, même si je sais que François est un potentiel joueur. Samuel Grand-Cyr invite les supporters brestois, mais pas que, à venir l'affronter en fait sur FIFA 20. Donc voilà, il a posté un message sur Twitter. Là, je crois qu'il va affronter que 3 personnes, mais en fait, ça me surprendrait pas que ce genre d'initiative soit répétée de la part de Samuel Grand-Cyr, mais aussi de la part d'autres joueurs. Donc franchement, n'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Ils seront les premiers à poster des messages du genre pour vous occuper et pour s'occuper eux-mêmes. Sachant que je pense que certains joueurs de l'effectif brestois sont très très costauds. Moi je veux bien, mais j'ai même pas le jeu encore, donc pour l'instant ça va être compliqué. Je suis resté à FIFA 16, donc c'est très bien. Donc on était en Ligue 2 à l'époque, bravo. Ouais, je fais des petits Brest Guingamp, je m'amuse. Du coup, pour les news, pour l'instant, évidemment, il n'y a que ça. Donc, on vous avait dit également la boutique qui est fermée. Je ne sais pas s'il continue la boutique en ligne. En revanche, j'ai un doute là-dessus. De toute façon, c'est pas trop le moment de sortir et d'acheter en ligne sur la boutique. À mon avis, les livraisons, c'est pas la priorité. Alors, on va peut-être passer à la deuxième partie de ce podcast et notamment notre bilan de la saison, je pense, les meilleurs moments, les moments qu'on a moins aimés, peut-être les plus beaux buts, ce que vous avez préféré, ce que vous avez préféré à titre personnel. Je sais pas par quoi vous voulez commencer, parce que là on est un peu libre finalement par rapport au podcast habituel où on a quand même une organisation un peu classique.
On peut peut-être faire chronologiquement ou vos meilleurs moments, je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Peut-être commencer par un avis global? Ouais, Ouais. honneur à l'invité peut-être. Sur la vie globale, donc. Oui. Ouais, globalement, je trouve qu'on a fait une très bonne saison, hein. Évidemment, il y a deux visages à domicile et à l'extérieur, mais bon, on peut pas en demander beaucoup plus. Et on savait, en signant Dalloglio, qu'il y aurait certains non-matchs. On avait pu voir qu'à Dijon, il avait l'habitude de se prendre des roustes. Il a ses très bons moments aussi, hein. C'est pas ce que je dis, mais non, globalement, c'est très positif. Et moi, je retiens quand même de très grands moments. Le premier, c'est la première victoire à Le Blé face à Reims. Il y a eu des très grandes victoires face à Saint-Étienne dernièrement, Toulouse avant, Strasbourg. Donc, il y a quand même de très bons souvenirs, hein. Enfin, il y aura de très bons souvenirs de cette saison. Et puis des joueurs qui se sont mis au niveau aussi. Je me rappelle que vous avez descendu un petit peu Romain Perrault à juste titre sur sa première partie de saison. Et ici, dernièrement, il était plutôt très bien. Donc voilà, plutôt que du positif, en dehors d'un ou deux cas individuels que je ne citerai pas. On pourra revenir dessus tout à l'heure. Yann, toi, est-ce que tu rejoins Thibaut sur son côté plutôt on va dire optimiste et plutôt satisfait de la saison, de cette saison qui s'est jouée en 28 matchs pour l'instant? Oui, totalement. Je rejoins notamment sur la question des émotions. Parce que, voilà, on va dire que je tape un peu gratuitement, mais mettez-vous à la place d'un supporter de Metz. Ok, Metz semble bien parti pour se maintenir, mais qu'est-ce qu'il a dû se faire chier cette saison? Enfin, nous, on a quand même eu des matchs, certes, où on est totalement passé à travers, où on était furieux, et on a eu d'autres moments jamais un promu ne doit pouvoir gagner 5-0 un match contre une équipe solide de Ligue 1, par exemple. Enfin, voilà, on est passé par tous les états d'esprit, les très positifs, les très négatifs, et puis au final, c'est un peu tout ce qu'est le football, c'est-à-dire des émotions. Donc franchement, grande satisfaction pour moi. De mon côté, ouais, c'est plutôt quand même un ensemble qui est satisfaisant. 34 points en 28 journées. Bon, on aurait signé, je pense, tous au début de la saison si on pouvait, si on avait proposé ça, hein. Effectivement, il y a eu des très beaux matchs pour repenser à celui de Strasbourg, hein. C'est un dommage qu'il se soit joué un mardi soir ou mercredi soir, je sais plus bien. Ça a gâché un peu le plaisir. Mais j'ai également des bons souvenirs, même des matchs qu'on n'a pas forcément gagnés. Le match à domicile contre Lyon, où vraiment, on fait une première mi-temps, même si, enfin, ils ouvrent le score, on égalise très rapidement. C'était vraiment un super match avec beaucoup d'intensité et tout. Après, c'était un Lyon qui était faible en face, ok, mais quand même, il fallait le faire. Le match face au PSG qu'on perd, je trouve qu'on se défend aussi super bien et la défaite est plutôt imméritée. Match nul m'aurait pas semblé scandaleux. Après, ouais, c'est des souvenirs aussi du mois d'août, la reprise de la Ligue 1, voir Brest évoluer à Geoffroy Guichard, voir Brest évoluer à Bordeaux, c'est quand même des images sympas, des matchs où Brest a également produit de belles choses, hein, parce que finalement on perd pas à Saint-Etienne, on perd pas à Bordeaux. J'ai toujours, par contre, j'en ai déjà parlé dans les précédents podcasts, des remarques à faire et des critiques sur les matchs à l'extérieur chez les équipes un peu plus faibles. On prend quand même 4-0 à Nîmes, 3 à Dijon. Bon, ça m'embête un petit peu, mais bon, toi t'en as parlé, Thibaut, c'est aussi, on savait qu'on pouvait avoir ce genre de passage à vide avec Olivier Dalloglio. Et quitte à choisir, effectivement, peut-être avoir ce parcours en dents de scie, mais avec des émotions qui vont très haut aussi, plutôt qu'un parcours linéaire et un peu anonyme, quoi. Pourquoi pas? On savait très bien qu'on jouerait pas le titre, évidemment. Et si on approche le maintien en ayant vécu de belles émotions, ben ouais, ce serait carrément du plus, sachant qu'on a de quoi progresser pour la saison prochaine, quoi. Oui, et qu'on a c'est mon avis, je sais pas si tu partages, qu'on a quand même vu du progrès par rapport au début de saison, que ce soit individuellement et collectivement. Enfin, c'est tout bête, mais même si Olivier Dalloglio disait contre Reims qu'on avait été naïf, je trouve que c'est beaucoup moins le cas qu'en début de saison. En début de saison, on a perdu sacrément de points qu'on n'aurait jamais dû perdre. On pense à Toulouse, on pense à Saint-Étienne. À Nîmes, il me semble qu'on est mené très rapidement au score aussi. Je crois que c'est au bout de 5 minutes. On est déjà mené. Enfin, on prend un contre. On est tous. Ah oui, je me souviens. On a un corner. Il y a un corner pour nous. Et on se fait contre à l'extérieur au bout de 5 minutes. Voilà, ça c'est des erreurs de jeunesse que je pense effectivement. Peut-être qu'on ne reproduirait pas. Mais après, il y a les joueurs qui ont progressé de manière collective, mais individuellement. Tu parlais de Perrault, Thibaut. C'est vrai qu'il fait partie de ces joueurs qui se sont mis au niveau. C'est difficile aussi de ne pas citer Belkebla Diallo finalement on joué. Diallo, il a joué 6 mois en Ligue 2 l'année dernière en fait. Finalement, il a commencé à Niort. Vous y étiez d'ailleurs. Il a commencé à Niort et il est monté en puissance hyper vite. Après, voilà, c'est quand même
un bilan plutôt très satisfaisant. On n'est pas là pour mettre des notes, mais effectivement, ce serait bien au-dessus de la moyenne, je pense, pour ce qui a été fait pour l'instant. Peut-être maintenant revenir sur ce qui vous a ce que vous avez le moins aimé cette saison. Ça peut être sportif comme pas sportif, ça peut être en extra sportif, ce que vous voulez. Je sais pas, l'œuvre d'Alexandre Mendy en général, on va dire. Pour toi, c'est le flop? Ouais, je le ressortirais lui. Il fait une sacrée entrée à Toulouse quand même, qui nous aide sacrément sur ce match. Mais en dehors de ça, son attitude ne me plaît pas non plus. L'arrogance quand il célèbre sur le but face à Strasbourg, enfin, c'est un tout. C'est pas seulement le joueur qui est quand même sacrément limité techniquement, qui est un bel athlète, mais qui est sacrément limité techniquement. C'est aussi l'attitude que je peux pas blairer, pour le dire comme ça. Donc voilà, on va dire Mendy. Alors, je pense qu'on te rejoint, en tout cas, moi, à titre personnel, je te rejoins sur le constat que tu fais. Yann, toi, tu as une déception cette année, une ou plusieurs déceptions peut-être? On en a parlé très légèrement en début de saison, après on a arrêté. C'est autant sportivement, je trouve qu'on s'est vraiment mis au niveau Ligue 1, autant tout ce qui va à côté, que ce soit l'accueil au stade ou la communication du club, on reste quand même un club de Ligue 2. Ça me dérange un peu. Après, voilà, on a visiblement un an de plus pour se mettre au niveau, mais on comparait à Reims la dernière fois avec Quentin pendant le podcast. C'est vrai qu'on fait quand même tâche à côté. Après, ouais, on avait dit que Reims, ça pouvait être aussi un modèle, parce que finalement, ils sont montés qu'il y a que 2 ans. Thibaut, tu étais au match, toi, la défaite 1-0. Tu as pu voir en direct le penalty d'Alexandre Mendy, donc je pense que ça fait partie de tes grands moments de supporter de Brest. Comment est-ce que tu as vécu ce match au niveau du stade, de l'accueil, est-ce que tu t'es senti dans quelque chose de dimension supérieure à Brest ou pas vraiment? Non, pas du tout. Il y avait très peu de monde sur moi à cause du coronavirus, d'ailleurs. Ça commençait déjà un petit peu à se répandre. Mais globalement, l'ambiance était vraiment très mauvaise. Ça, pour le coup, faut insister là-dessus. Le Blé, on a un peu de la chance, je pense. L'ambiance était catastrophique. Sur l'accueil, oui. Bon, après, sur la qualité de l'accueil, elle est bien meilleure. Que ce soit, la billetterie, tout. Enfin, bon, c'était vraiment très bien géré de ce côté-là. Mais bon, pour ce qui est du match en lui-même, le tournant, vous l'avez dit, c'est le penalty de Mendy, mais du stade, il me paraissait très mal tiré, mais j'ai revu la vidéo, il me paraît moins mal tiré quand je regarde la vidéo que du stade. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, on l'a pas vu du stade, donc c'est difficile à dire, mais il est quand même parti. Enfin, Quentin en parlait au dernier podcast, et il avait fait un petit coup de gueule à ce sujet. C'est vrai que t'as pas le droit, quoi, de mettre aussi peu d'application et d'implication dans ton geste. Quand tu tires un penalty, que t'es attaquant, et on dirait qu'il fait vraiment la passe au gardien. J'ai pas l'impression qu'il ait vraiment de la conviction dans son geste, quoi. Moi, ça m'a choqué. Il a tiré un péno comme si on gagnait déjà 4-0, quoi. J'ai une question là-dessus. Est-ce qu'on les travaille? Est-ce qu'on a des séances spécifiques? J'avais cru entendre, c'était pas Chardonnay qui avait rebondi là-dessus après le match. Je sais plus. J'ai pas entendu l'info, mais en tout cas, s'il les travaille, il les travaille pas très bien, parce qu'on est à 4 pénaux loupés sur 5 cette année. Et mine de rien, c'est des points qui s'envolent, parce qu'à Reims, si tu ouvres le score, bon, évidemment, tu sais pas comment ça se passe derrière, mais ça peut être un tout autre match. On avait raté contre Nice, si je dis pas de bêtises, à domicile. Charbonnier, Toulouse également. Et le penalty de Batocchio contre Bordeaux, qui est également très très mal tiré avec très peu de conviction. Ouais, il y en avait un autre, il me semble. Je crois pas. Il y a Ngoma qui l'a marqué d'ailleurs. C'est ça. C'est Ferris. C'est Ferris, ouais, effectivement. Moi, j'avais une question pour vous, donc rien à voir avec les pénaltys, enfin un petit peu finalement, parce qu'il en a tiré. J'aimerais savoir votre avis, votre ressenti tous les deux sur la saison de Gaëtan Charbonnier. Alors, je vais répondre en premier. Je pense que le vrai tournant, c'est quand il a été absent sur le match face à Amiens. Enfin, j'ai compris à ce moment-là qu'on pouvait pas jouer sans lui, personnellement. Donc, j'ai un peu changé d'avis, d'attitude à partir de ce moment-là. Je lui en veux même pas de ces occasions ratées. C'est tellement essentiel que je pourrais tout lui pardonner. Parce qu'avant Amiens, avant que Yann tu puisses rebondir, avant Amiens, tu étais un petit peu contrarié contre lui, du coup, c'est ça que tu veux dire? Un petit peu, oui. Mais, je dois avouer que j'ai complètement changé d'avis après Amiens, justement. Moi, je rejoins du coup sur l'idée d'indispensable, et là aussi avec le tournant d'Amiens, comme dit Thibaut.
Après, c'est sûr, je pense qu'il sera le premier à le dire. Il a pas fait du mieux qu'il pouvait. Il y a eu des matchs où vraiment il a pas été là, que ce soit dans la réussite ou dans l'implication. Il peut faire mieux, et je trouve ça limite rassurant parce que qu'est-ce qui l'empêche de faire mieux l'an prochain, je ne sais pas, mais ça reste globalement une bonne saison et on s'est rendu compte sur plusieurs matchs que même mauvais, on a besoin de lui. Il y a un aspect mental certain, parce que justement, je vous disais que j'avais regardé un certain but de l'an dernier. C'était une vraie machine l'an dernier. Je revois des buts comme face à Ajaccio, le deuxième, en deuxième partie de saison à l'extérieur. Il frappe, on sait qu'elle va dedans, quoi. Et enfin, c'est quand même un peu hallucinant de voir à quel point il a changé là-dessus, la saison dernière et cette saison. Après, c'est pas le seul joueur qui marque énormément en Ligue 2 et qui a du mal en Ligue 1. Il y a un papier Bien sûr. qui est sorti cette semaine, enfin dans le France Foot de cette semaine, qui montre justement la difficulté de passer la marche entre Ligue 1 et Ligue 2, même si lui connaissait déjà le niveau Ligue 1. Après, il faut aussi, tu l'as dit Thibaut, il a aussi changé un peu sa manière de jouer. Et il n'est plus finalement dans le même rôle exactement devant comme l'année dernière, parce que maintenant il y a aussi un Cardona, etc., qui peuvent remplir cette fonction. Donc il est peut-être plus dans un travail de remiseur, il participe peut-être plus au jeu aussi avec le ballon, sachant que Mathias Autrette n'est plus forcément tout le temps aligné. Donc c'est aussi pour ça qu'il marque moins, j'imagine, même si voilà, il y a eu des ratés quand même pour moi cette année qui ont été un peu flagrants. Je pensais au raté face à Saint-Etienne juste avant la mi-temps, où tu sens quand même encore un manque de confiance, quoi. Peut-être un manque de confiance qui vient aussi d'un manque d'affinité, que ce soit avec les nouvelles recrues ou avec l'entraîneur. Surtout l'entraîneur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas l'air d'avoir le feeling comme il pouvait y avoir avec Furlan. Il y avait une vraie alchimie, effectivement, l'an dernier. Je pense, ouais, par contre, ce genre d'alchimie, à mon avis, on la retrouvera plus. Enfin, c'est quelque chose qui a. Et le petit reportage que Bean a fait sur Charbonnier montre qu'il joue quand même vachement sur l'affectif. Le garçon a l'air quand même meilleur quand il est dans un environnement favorable. Enfin, c'est le cas de tout le monde, mais. Avec lui particulièrement, j'ai l'impression. Il y a des joueurs peut-être qui sont plus insensibles et plus neutres, plus froids à la pression et à l'environnement. Lui, il a l'air effectivement de vraiment devoir être dans un cocon et bien entouré, bien encadré pour briller. Et l'année dernière, voilà, aussi sa saison, il a peut-être surperformé un petit peu. Hein, je veux dire, 27 buts. Bon, tu disais la frappe à Ajaccio, mais il y a des buts qui marquent. Où voilà, ça fait mouche quasiment à chaque fois. Il a une réussite insolente aussi l'année dernière. Voilà, on a monté d'un niveau, il a pris un an. Les défenses maintenant le connaissent un petit peu plus aussi. C'est difficile pour lui d'exister en Ligue 1. En plus, il n'a pas forcément les attributs qui correspondent parfaitement au championnat, je pense. Un petit peu plus lent. Voilà, ça explique aussi ce manque, ce rendement qui est un petit peu inférieur à celui de l'année dernière en tout cas. Je pense que pour Charbonnier, on est d'accord tous les trois, mais bon, ça n'en demeure pas moins l'élément indispensable. D'ailleurs, il était remplaçant à Reims aussi. Ouais, on était un petit peu dégoûtés de voir la composition en parkage. Ça, vous doutez bien. Nous aussi, quand on a vu de Brest, en tout cas, on était un petit peu surpris, sachant qu'il était déjà suspendu contre Lille. C'était étonnant de le faire souffler 2 matchs de rang, mais bon, c'est un choix comme un autre. On verra si jamais ça paye contre Brest un jour ou pas. Si le championnat reprend et qu'on descend, peut-être qu'on reviendra sur ce match et sur ce choix. Au niveau du recrutement, maintenant, moi, ça m'intéresse de voir. On avait fait un petit bilan du recrutement vers le mois d'octobre, novembre, un truc comme ça, il me semble, dans le podcast. On n'est pas revenu dessus depuis. Peut-être vous, votre meilleur recrue, ou votre recrue, la recrue que vous avez le plus aimé, et la recrue qui vous a le plus déçu. Donc, on a compris pour toi, Thibaut, que ce serait Mendy. Peut-être une autre qui te déçoit un petit peu, parce que finalement, moi, le recrutement, je le trouve pas exceptionnel, mis à part Diallo qu'on connaissait déjà. Voilà, moi j'aurais mis Diallo en plus et Paul Lannes en moins également si on nommait Alexandre Mendy donc. Personnellement, je considère pas Diallo comme une recrue parce qu'il était déjà là l'an dernier, certes en prêt. Du coup, pour moi, mon plus, ça va être Samuel Grancy en fait, et du coup, j'espère qu'on le gardera l'an prochain. On a déjà eu ce débat, pas à n'importe quel prix, mais je trouve que dans l'implication, il a été là, il y a eu des matchs où il a vraiment été très utile, et puis il a un profil qu'on n'avait pas forcément. Ouais, franchement, Samuel Grancy, c'est un joueur qui peut être très énervant, mais qui est facile à aimer, je pense. J'ai bien envie de le voir continuer. Par contre, ouais, c'est tout l'inverse. Je rejoins Thibaut, c'est tout l'inverse pour Paul Lannes. Quand il a eu quelques très beaux buts, notamment contre Saint-Etienne, contre Dijon. Ça a beau être des buts importants, ça ne masque pas le reste. En fait, il y a un manque. Enfin, t'as l'impression que c'est un gars très sympa qui découvre le football,
alors qu'au final, c'est supposé être un vétéran qui a quasiment 200 matchs de Ligue 1. Vraiment, ça correspond pas du tout à quoi je m'attendais et je trouve pas de motif de satisfaction auquel je m'attendais pas. C'est vrai que c'est un petit peu frustrant, mais en fait, je pense que Lan aussi, c'est peut-être un joueur qui a besoin de jouer et d'enchaîner les matchs pour trouver sa place. Et pour le défendre un petit peu, il a jamais finalement trouvé sa place sur le terrain. Il a été ballotté un petit peu sur différents postes avec des joueurs pas toujours les mêmes avec qui il pouvait être associé. D'ailleurs, on en a parlé, hein, finalement, on est à la 28e journée, enfin 29e le prochain match éventuel. On n'a pas de composition type finalement. Si je vous demande à tous les deux une compo type, je suis sûr que vous me donnez une compo différente. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est pas un problème? Est-ce que c'est pas la limite de Dalloglio et de notre saison finalement, pour pouvoir aller plus haut? Il a dû s'adapter aussi à l'absence de Diallo, ce qu'il a plutôt pas mal fait, hein, d'ailleurs. Globalement, ça me paraît pas être un handicap de pas avoir de 11 titulaires. On peut aussi voir la chose dans l'autre sens. C'est qu'il a impliqué pas mal de joueurs quand même tout le long de la saison. C'est vrai, mais moi, là où je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est peut-être pas un problème d'avoir un 11 titulaire type, notamment devant, parce que devant tu peux faire varier les hommes et tout, mais derrière pour trouver une stabilité, peut-être en Ligue 1, un quatuor défensif, bon le gardien on l'a, mais peut-être que le manque de stabilité dans le quatuor défensif Ça, est c'est pour vrai. moi à mon sens un frein, parce qu'on a évolué avec au moins je dirais au moins 4 charnières différentes, parce qu'il y a eu du Bain Castelletto pour commencer, ensuite on est passé sur du Verne Castelletto. Il y a eu un petit peu de Castelletto Chardonnay très peu et du Chardonnay du Verne enfin. Voilà. Et après, avec des latéraux. Sans parler des latéraux. C'est ça, bien sûr, des latéraux. Donc, Fosurier qui a fait une très bonne première partie de saison, qui a totalement disparu, et une alternance à gauche entre Bâle et Perrault. Ouais, Yann? Et on a même fait jouer Chardonnay et Bain, il me semble que c'est 2 fois ensemble cette saison. Donc au final, 5 charnières. C'est possible. Donc voilà, 5 charnières, ça fait quand même en 28 matchs. Moi, je trouve que là, c'est une limite, par contre, à mon sens. Hein, c'est une limite dans la continuité, dans la solidité, la construction d'une équipe solide, en tout cas défensivement. Après, tu peux voir également le verre à moitié vide, à moitié plein, en disant que ça représente également des alternatives différentes. Et puis voilà, que tous les clubs n'ont pas forcément en termes de profondeur de banc. Moi, si je devais redonner mes joueurs, mes recrues, enfin favorites, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt celles qui m'ont le plus plu. Et évidemment, je citerai aussi Irving Cardona, dont on n'a pas parlé, parce que il est jeune, il découvre la Ligue 1, il a quand même marqué 6 buts. Il a également fait entrevoir des promesses, je trouve, au niveau de la vitesse, même s'il a encore des lacunes dans la lecture du jeu et techniquement aussi. Et j'aimais bien, alors il a disparu, mais c'était Denis Bain. J'aimais bien défensivement. Je le trouvais plutôt intéressant. Et voilà, je comprends pas vraiment sa mise à l'écart. Concernant Jean-Kévin Duverne, je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il a des vraies aptitudes avec la balle au pied, mais défensivement, il est capable de faire des bourdes. Donc à voir si c'est son plafond de verre, si voilà, il n'a pas de niveau Ligue 1, niveau défensif, ou alors est-ce qu'il peut progresser, et auquel cas il pourrait devenir un bon joueur, je pense. Moi, Duverne, je suis plutôt satisfait. Après, ce que tu évoques en fait sur le défensif, c'est peut-être le manque d'un gros leader. J'ai escompté que Castelletto le soit, mais en fait, c'est peut-être pas dans son caractère, tout simplement. Là où je pense que ça peut être dans le caractère de Duverne s'il s'affirme, s'il continue à jouer. Donc, je dirais que Duverne est peut-être une recrue moyenne sur cette première saison, mais qui peut potentiellement devenir une bonne, voire très bonne dès l'an prochain. Ouais, ou même Chardonnay, hein, sur la fin de saison, la charnière marchait plutôt pas mal quand même, la charnière Chardonnay-Duverne. Et je suis plutôt satisfait personnellement de ce qu'a pu faire Duverne. Je préfère retenir justement son jeu au pied, sa lecture du jeu, que effectivement ses errances défensives. Enfin. Après, Yann, tu disais à juste titre un manque de taulier peut-être derrière, mais est-ce que finalement c'est pas un manque d'un taulier dans l'équipe, tout simplement? Un vrai gars on a vu, il y a des joueurs comme ça, je sais pas, je pense à Abdelhamid à Reims par exemple, parce que c'est le cas de notre dernier match qui était un patron derrière. Il y a des joueurs comme ça dans les équipes, Mangani peut-être à Angers, même si prendre l'exemple d'Angers en ce moment, voilà. Des joueurs dans des différents clubs qui représentent l'identité du club et qui représentent aussi peut-être une certaine force d'influence face aux arbitres. On peut penser à des Cahuzac par exemple à Lens, des Lemoine à Lorient aussi qui sont un peu des vieux de la vieille. Nous finalement on n'a pas ce profil et quand c'est Charbonnier qui prend ce rôle-là, il s'énerve très vite et il est très rapidement averti. Je pense qu'il ne s'exprime pas forcément de la meilleure des manières face aux arbitres. Moi dans l'année prochaine, hein, voilà, si on est encore en Ligue 1 et si je devais bâtir un recrutement, je prendrais au-delà des profils qu'on a déjà évoqués dans les podcasts précédents, à savoir c'était un latéral, un attaquant, voilà, qui sont pour moi des recrues nécessaires. Prendre aussi un joueur d'expérience. Mais il me semble que Brest avait cherché à la fin du mercato l'année dernière
déjà ce type de joueur qui connaissait bien la Ligue 1 et que finalement Brest n'a pas réussi à l'attirer. Donc c'est pour moi une priorité si on veut durer aussi et faire évoluer l'équipe et faire évoluer les jeunes comme Diallo, Cardona et tout. C'est important. Ouais, comme un Jérémy Morel qu'on avait pu évoquer. Ouais, je pense que toi, Morel, ça aurait été carrément une bonne idée. J'ai même pas fait trop attention. Je vais regarder sa saison à Rennes, est-ce qu'il joue beaucoup de matchs ou pas. Mais, il a joué beaucoup en début de saison. Alors, non, c'est pas François Morel, non. Jérémy Morel. En plus, sauf erreur de ma part, il devait s'engager à Brest et c'est au dernier moment qu'il s'est engagé à Rennes, non? Oui. Parce il me semble qu'il avait donné son accord. En tout cas, l'accord était proche d'être trouvé entre les deux. Alors, il a joué cette année 21 matchs quand même, 20 titulaires sur 28, donc c'est quand même plutôt pas mal. Je pense qu'il aurait fait du bien également dans le vestiaire, dans les moments où ça allait moins bien à l'extérieur. Même si finalement, on n'a pas subi de grosses mauvaises séries, d'enchaînement de défaites et tout, on a toujours réussi à rebondir quand même. Alors ensuite, peut-être une pastille un petit peu plus différente. Juste rapidement, votre but de la saison, celui qui vous a fait le plus rêver, celui qui vous a fait le plus vibrer. Vous vous êtes dit oulala. Peut-être Zinedine Charbonnier, l'égalisation face à Toulouse. Ouais, le but face à Toulouse. Ouais, je pense, je réfléchis là, je suis en train de repasser un petit peu. Moi, j'aurais dit le but qui vient après, celui d'Mbok. Oui, il est magnifique aussi. Ouais. Il y a le second but de Batokyo contre Strasbourg qui est pas mal aussi. Ouais. Sinon, il y a des buts qui sont quand même très très bien construits. On pense, je sais pas, au premier. Attends, c'est le premier. Le premier, ouais, face à Saint-Étienne. Il y a un but face à Metz qui est magnifique aussi en termes de construction. Il y a des buts plus collectifs aussi qu'on peut retenir dans le lot. Au début de saison, le match à Bordeaux, où il y a des actions qui sont belles, le but d'Autrette, même le troisième but de Batokyo contre Strasbourg est super beau avec la remise d'Autrette en une touche et tout. Il y avait vraiment des choses qui étaient très agréables à voir. Après, ça dépend. Est-ce qu'on différencie le but pour sa beauté pure ou pour l'émotion qui va avec? Je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire par là? Le fait que l'importance, le fait qu'il te donne la victoire ou... Ouais, puis le contexte, parce que par exemple, le but d'Irvine Cardona contre Nantes, il est absolument dégueulasse, mais bordel, je m'en souviendrai longtemps, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, moi, quand je posais la question, c'était plutôt savoir le but, dans sa conception et dans son côté un peu artistique, finalement, si on peut s'exprimer ainsi, de la beauté du geste. Effectivement, l'émotion, c'est le plus important. Après, le but le plus important, ça restera celui du maintien, de toute manière, si jamais il doit arriver. Mais moi, je trouve qu'on a quand même vu des beaux buts. Et si on devait faire le bilan des buts de la saison, on aurait quand même quelques belles frappes à mettre. À mon avis, on serait dans le top 10 plus d'une fois, je pense, à l'échelle de la Ligue 1. Ouais, je pense que techniquement, le plus dur à mettre, si tu as raison, c'est celui de Charbonnier contre Toulouse, quoi. Franchement, la reprise, elle est superbe quand même. Celui de Paul Lannes contre Dijon aussi. Hein. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Totalement, ouais. La reprise même le but finalement, collectivement, le but de Paul Lannes contre Saint-Étienne, il est super aussi. Avec le dédoublement, Perrault qui qui pense à Grand-Cyr dans son dos et tout, c'était vraiment magnifique. On sent une complémentarité d'ailleurs entre les deux, que ce soit à l'extérieur du terrain ou sur le terrain. C'est dommage que le championnat soit arrêté maintenant alors que la complémentarité se voyait de plus en plus, quoi. Ouais, totalement. C'est un petit peu ça va couper. Surtout si on ne garde pas Grand-Cyr au final. Ouais. Mais il parlait dans l'équipe, c'était mercredi, il y avait un petit papier sur lui. Et il disait qu'il avait pris conscience des manques, notamment au quotidien, dans ce qu'il faisait et surtout ce qu'il ne faisait pas aux entraînements. Et que il espérait encore aller plus haut. Alors lui, je ne sais pas si dans son esprit, aller plus haut, c'est déjà rester à Brest l'année prochaine et s'imposer en Ligue 1, ou alors retourner à Monaco et espérer jouer là-bas. Mais dans Monaco, on sait que c'est un club un peu particulier avec X joueurs sous contrat encore. S'il veut jouer, à mon avis, il vaut mieux qu'il reste à Brest. Mais bon, après moi, je suis pas un grand fan de Grand-Cyr, mais s'il progresse, pourquoi pas. Je suis pas non plus fermé à ça. Alors ensuite, pour enchaîner, peut-être, déjà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le calendrier qui nous reste, la saison qu'on a vécue? Vous avez fait beaucoup de déplacements? Toi, t'as été où, Thibaut? J'ai été à Rennes et à Reims seulement. D'accord. Je comptais aller à Nantes également en fin de saison si nous n'étions pas interdits. Ouais. Moi, j'avais prévu donc d'aller à Strasbourg parce que le billet d'ailleurs était acheté, mais visiblement ça sera pour une prochaine fois.
On avait fait le déplacement à Angers aussi, Yann. C'était plutôt sympa parce que c'était la première victoire à l'extérieur. Et en termes d'émotion, celle-là était belle parce que finalement, on est quand même sur un match où. Bah, d'ailleurs, Thibaut, tu devais venir, non, contre Angers? Totalement, j'avais des petits soucis avec les trains, voilà, les grèves SNCF à l'époque. Et super, déjà. Et ouais, le match à Angers, moi, Yann, c'était un bon souvenir. Pas dans le contenu, évidemment, parce qu'on n'avait pas été très bon, mais le fait de gagner comme ça, c'était un peu fondateur pour l'équipe. Et on enchaînait 3 victoires consécutives. Et si on en est là aujourd'hui avec 34 points, cette série, elle y est aussi pour beaucoup, je pense, et dans la construction de l'équipe, quoi. C'était cool de voir voilà, un parquage quasiment plein. Les joueurs en fusion un petit peu avec le parquage à la fin du match. Le premier but de Cardona, c'était voilà, un match. Finalement, Cardona, il marque son premier but assez tard, parce qu'Angers, c'est pendant les vacances de la Toussaint. Et voilà, il en est déjà à 6. Donc voilà, c'est une réussite aussi, ce recrutement. Et en tout cas, un match que moi, j'ai bien aimé. J'avais fait Bordeaux aussi. Bah, pareil, j'avais bien aimé. En fait, quand on se déplace, visiblement, ça se passe relativement bien. On devrait peut-être être plus présent à l'extérieur, c'est ça que tu veux dire? Peut-être. Quentin était à Lorient, je crois, en coupe. Donc c'était un peu moins Et pourquoi cette absence à Rennes, Fanch, on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter? absence. Bah, parce qu'il y avait eu tous les arrêtés, etc. autour du match. Alors moi, je m'étais dit, bon, bah finalement, le match n'avait pas été extraordinaire, donc j'ai pas manqué grand-chose, mais l'année prochaine. Question que tu vas peut-être oublier, c'est le match de l'année, celui que Ah vous ouais, retenez. ouais, peut-être. Bah vas-y Thibaut, quel est ton match de l'année? Peut-être, enfin moi, ce qui constitue un tournant, selon moi, c'est le match de Toulouse. Je pense qu'on aurait bien pu ramer après Toulouse si on l'avait perdu. Et c'est ce qui se profilait avant, justement, l'étincelle de notre Zinedine. Moi, le match de l'année, j'hésite parce que j'hésite entre plusieurs. Il y a le match de Toulouse, évidemment. Le match de Toulouse, en fait, à pur titre personnel, je n'ai vu que les 20 dernières minutes en direct. Donc, bah, j'ai pas vraiment profité du match et de l'émotion qu'il a pu engendrer avec les montagnes russes, le but de court, ensuite les 2 buts toulousains et tout. Donc, je l'ai un peu moins vécu comme ça. Il y a le match de Saint-Étienne où vraiment on fait une première mi-temps extraordinaire et ensuite il y a toute la deuxième mi-temps où on serre les fesses. C'est un des sentiments que finalement que seul le foot peut te procurer, j'ai l'impression. Et tu bats quand même à domicile, même si c'est un Saint-Étienne qui est un petit peu en pagaille cette année, un monument du foot français, quoi. En une mi-temps, t'es à 2 cm de mettre 4-0 à Saint-Étienne. C'est quand même quelque chose. Et le match de Strasbourg, obligatoirement 5-0, voilà, au stade, j'avais jamais vu ça. C'était chaque action, ça faisait but finalement, et c'était assez dingue. Voilà, seul bémol, c'est que c'était un mardi soir, donc on en profite moins. Mais voilà, ces 2 matchs, Strasbourg et Saint-Étienne, resteront pour moi les 2 plus beaux matchs de la saison. Bah moi, j'étais pas à Strasbourg, mais ça va quand même à Strasbourg parce que contrairement à Saint-Étienne, c'était clairement, enfin, c'est un match qui sort de nulle part, quoi. On met 5 buts, mais on n'a pas 5 occasions franches. Ouais. J'étais vraiment devant mon écran en mode, mais il se passe quoi là en fait? C'est quoi ce truc? Ah, d'ailleurs, pour ça, Vraiment. j'ai une petite anecdote. Enfin, je sais pas si vous l'avez lu je sais plus dans quel journal c'était, ça date un petit peu. C'était le père de Batokyo qui est en Argentine, qui en fait, qui a sur son téléphone portable les notifications du Stade Brestois quand il y a des buts. Et en fait, il a reçu sur son téléphone 3 fois Batokyo, Batokyo, Batokyo. Il croyait que ça buguait en fait. Du coup, il disait non, mais il y a un problème et tout. Et finalement, il s'est rendu compte que son fils avait marqué 3 buts. Et du coup, ça me fait marrer de savoir qu'en Argentine, il y a un gars qui était, je sais pas où, dans un village ou dans une ville, qui a vu le gars du Stade Brest et son fils. Je trouvais ça l'histoire assez sympa. Et en tout cas, pour Batokyo, c'est aussi, il a fait, c'est le match de sa vie, franchement. Mais même pour en revenir à Batokyo, je trouve qu'il s'est bien adapté sur la fin de saison, même physiquement, il était plutôt bien. Hein. Ah, il a bien Ouais. enchaîné les matchs. Hein. Ah oui, il a bien enchaîné. J'y croyais pas trop, à vrai dire, en Après, début de saison. Ouais. il joue aussi un nouveau poste un petit peu plus bas. Voilà, oui, Ça lui correspond bien à domicile, peut-être un peu moins à l'extérieur, par contre. oui, c'est vrai. Où il faut défendre et tout. Et Quentin disait d'ailleurs précédemment qu'à l'extérieur, souvent, lorsque les équipes faisaient un peu de pressing et nous poussaient un peu dans nos retranchements, lorsqu'il y avait des longs ballons, des centres, il était un peu inexistant finalement dans la défense, dans le jeu de tête et tout. Donc voilà, c'est un peu sa limite peut-être. Mais moi, j'aime bien, effectivement, je trouve qu'il est assez beau à voir jouer, il est assez technique, il porte bien le ballon, il distribue bien le jeu. Donc c'est assez sympa de le voir à ce poste de numéro 6. Un peu comme Grougy en fin de Oui, carrière, finalement. Oui, oui, tout à fait. c'est un peu le genre. J'en parlais, mais c'est clairement, je sais plus pour qui je disais ça, mais c'est clairement le genre
de joueur qui te donne envie de l'aimer, quoi. Dans le comportement, c'est incroyable. Ouais, il a la grinta argentine de toute manière. Hein. Tu sens que le gars, il en a envie, quoi. C'est pas le cas de tous les joueurs à Brest, mais lui, 24 matchs cette année, 16 titularisations. Donc, il a fait plus qu'une demi-saison finalement. C'est plutôt bien. Et 3 buts, donc 3 buts dans le même match évidemment. Mais voilà. Je sais pas par contre au niveau de son contrat où est-ce qu'il se situe lui, mais je pense qu'il reste encore parce qu'il est arrivé il me semble qu'il est arrivé en janvier dernier d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, en janvier 2019. C'est ça. Oui. Donc à mon avis, il doit avoir encore un an de contrat ou un an et demi. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait dire. En tout cas, l'idée c'était un peu d'apporter de la nouveauté, enfin et de l'actualité autour du stade. Faire de l'actualité sans actualité, c'est pas facile, hein, mine de rien, de donner des informations, de revenir un petit peu aussi sur la saison, sur nos meilleurs moments, les moins bons. On n'a pas parlé du pire match, là vraiment la daube. Il y a le match à Nîmes et le match à Dijon. Pour moi, c'est vraiment les deux points noirs de la saison, c'est ces deux-là. Angers pour moi quand même, parce que Ah oui, exact. Ouais. Angers tant sur le déroulé que sur le sentiment d'impuissance. Dans le sens où Nîmes, Dijon, on s'est dit ouais bon, on est passé à côté, voilà. Là, Angers, je ne nous ai pas trouvé à côté de la plaque, mais tout simplement impuissant. Et finalement, cette coupure, elle intervient peut-être à point nommé pour Brest. Au bon moment, ouais, on était sur 2 défaites quand même. On était sur une des pires séries, donc. Sans but marqué. On était sur 2 défaites et un nul à Nice. Pourtant, un nul qui était un match plutôt bon à Nice, dans mes souvenirs. Ouais, dans le contenu, plutôt très bon, oui. Enfin, j'ai trouvé. Moi aussi, je trouve que c'était. Je voyais les Niçois qui étaient déçus. Pour moi, je trouve qu'ils s'en sortent presque bien avec le point du nul. Nice, tant Brest avait été plutôt bon ce jour-là. Mais effectivement, voilà, on a coupé peut-être au bon moment avant de jouer un Lille qui était en pleine bourre. Et nous, un petit peu au fond du trou, finalement, voilà, ça peut-être qu'on, si ça reprend et qu'on joue Lille, on va prendre une claque aussi, je sais pas, mais en tout cas, ça nous fera pas trop de mal. J'espère que ça va reprendre. Après, on commençait à avoir un petit peu peur, mais je nous aurais bien vu taper un gros à Le Blé sur la fin de saison, un Lille ou un Marseille. Je nous aurais bien vu faire ça, en tout cas. Ouais, c'est dans les cordes de cette équipe. C'est dans son ADN, je pense, de sublimer face aux gros. T'as raison. Et parfois de sombrer contre les équipes de notre championnat et de faire des bons matchs. Finalement, même contre le PSG, on avait été plutôt très bon dans l'implication, dans le jeu. Alors, on voit que des équipes comme Monaco ou Marseille ne sont pas imbattables non plus, quoi. Monaco, Non. ils ont fait un nul à Dijon, je crois. Ils ont failli perdre à Amiens. Ils ont gagné dans le temps additionnel, mais voilà. J'espère qu'on va les jouer parce que c'est mine de rien pour ce genre de match qu'on est monté en Ligue 1 aussi, quoi. Pour qu'on puisse voir ce genre de rencontre à Le Blé, c'est Lille, Marseille, Monaco, Montpellier. C'est quand même pas n'importe qui en Ligue 1. Je serais frustré, même de pas pouvoir aller au parc, par exemple. Je pense que tu comptais y aller aussi, Thibaut, enfin Yann aussi peut-être. Ouais, en tant que Parisien, oui, j'y serais allé, oui. Ça aurait été bien, voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, on vous tiendra informé dans un podcast suivant sur l'évolution de la saison. On ne sait pas si on en fera autant de régularité qu'habituellement, mais on va attendre qu'il y ait quand même des choses à raconter. Mais on espère en tout cas ne pas finir la saison sur une 28e journée. Ce sera un petit peu frustrant, même si techniquement ça se termine maintenant. Brest serait en Ligue 1 l'année prochaine du coup. Du coup, dilemme, vous préférez terminer la saison maintenant et ne pas jouer les derniers matchs en étant assuré de rejouer l'année prochaine en Ligue 1, ou vous voulez finir la saison coûte que coûte? Ouais, je voudrais les jouer quand même. Enfin, on est monté pour jouer des matchs, pas pour ne pas les jouer. Je suis d'accord. Moi, je suis petit joueur, mais non, c'est bon. Franchement, on les jouera l'an prochain. Ok. Bon, Yann, je crois que tu voulais reprendre les jeux, par contre, pour ce podcast. Ah oui, histoire de s'amuser un peu en ces périodes de confinement. Hein. Allez. J'ai très exactement 4 questions. Elles concernent à chaque fois des individualités, donc on va y aller crescendo. La première, c'est sur celui qui a peut-être été l'homme fort de ce début de saison, c'est-à-dire Yoann Cour. Sur cette saison entière, il a délivré 7 passes décisives pour l'instant. On l'a dit, il a eu du mal en deuxième partie de saison. Du coup, est-ce que vous sauriez me dire contre qui a-t-il délivré sa dernière passe décisive? Oh là 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 là. Ah ouais. Ouais, pas simple. Sa dernière passe décisive, ça remonte un petit peu. PSG? Bonne réponse de François. C'était contre Paris. Au Grand Cyr, d'accord. Je l'ai vu ce matin en plus.
Et oui, c'était voilà pour Samuel Grandsir. La 7e, c'est un bilan très positif, hein, même sur une saison, mais bon. Ouais, c'est bien, c'est bien. On se posait la question justement au début d'année, savoir si Johan Cook pouvait s'adapter à la Ligue 1. En tout cas, il a fait 6 bons mois comme Fosurier. Là, c'est un peu plus dur. On va continuer sur les personnes qu'on voyait. On évoquait le triplé de Christian Batocchio avec Brest. Avant ce triplé-là, c'était quand son dernier but et contre qui, si vous vous en souvenez? Ajaccio, non? En Ligue Oui. 2? Oui, un Il a partout. vu ce matin aussi. Oui, je crois, oui. Enfin, ou hier, je sais plus. Et les jours, C'est l'ouverture du score à Ajaccio, ouais, Oui. c'est à ça. François Côte. Alors, on va continuer. Cette fois, on va passer sur une recrue. Jean-Kévin Duverne, donc titulaire indiscutable sur cette fin de saison, ou du moins indiscuté par Olivier Dallaglio, mais qui est arrivé, pour rappel, le 31 août et qui a donc mis un peu de temps avant de faire ses premiers pas avec le Stade Brestois. Contre qui a-t-il disputé ses premières minutes? Lille. J'aurais dit Angers. Il est rentré à Angers. Ah merde, oui. C'est une bonne réponse. Il rentre les 5 dernières minutes contre Angers en milieu défensif. On est à 2-1 pour Franche. Il me reste une question. François, est-ce que tu es joueur et tu considères que celui qui remporte la question remporte le jeu? Allez, jouons. Allez, alors cette question, c'est une spéciale, Quentin, c'est une question liste. Elle va concerner le nombre de clean sheets réalisés par Gauthier Larsonneur. Combien pouvez-vous en citer chacun? D'accord. C'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu énormément cette année. Non. Alors. Au moins 3 pour le moment. Moi, je peux en citer 4. Ouais, 4 aussi, oui, pardon. Si quelqu'un tente le main qui... Alors, excuse-moi une seconde pour réfléchir. Il y en a plus donc. Oui. 6, pardon, 6. J'en suis à 6. Bah vas-y, je t'écoute. Alors, Metz, Dijon, Nice, Angers et 2 fois Rennes. Il y a Strasbourg, Reims et Nice aussi, je pense. Ah, Strasbourg aussi, oui. Reims aussi. Nice, j'ai dit Nice, je crois. Il y a une erreur dans tes propositions, Thibaut. Et en fait, c'est ta première. C'est laquelle? Contre Metz, ce n'est pas Larsonneur dans les buts. C'est Lyon. Oui. Merde, oui. Bon, ben, voilà, je perds là-dessus. Très bien. Donc, je suis quand même tenté de donner le point plutôt à François. C'est malheureusement pour lui. C'est dur pour lui. Je suis d'accord, c'était la règle. Et du coup, pour récapituler, il y en a eu 7 cette saison pour l'Arseneur, donc contre Reims, les 2 contre Rennes que tu as cités, contre Angers à l'extérieur, contre Dijon et Strasbourg à domicile, et donc contre Nice à domicile. Plus celui de Donovan Léon contre Metz. Très bien. Il fait un gros match en plus. Donc visiblement, Corona ou pas Corona, François n'a aucune pitié. Ah non, mais je veux bien. Non, j'y peux rien. Non. Je suis d'accord là-dessus. Hein. Le point va à François. Au niveau du classement, on était comment avant? Oh là, attends, je crois que j'ai mon vieux cahier de classement qui est justement ici. Et je dois avoir ça quelque part, mais ça, à mon avis, ça a bien vieilli. L'encre a dû. Ah oui, j'étais à 18. Et les 2 autres Zozo étaient à 10 tous les deux. Il écrase tout. Ah bah t'as. J'étais performant dans les jeux cette année. Bon, messieurs, je pense que nous avons fait le tour de l'actualité, en tout cas de ce qu'on pouvait dire sur le Stade Brestois et un petit peu sur l'environnement du club et sur le foot en général aujourd'hui. Donc les nouvelles sont rares et en tout cas le peu de nouvelles qu'on a sont pas très bonnes parce on était parti sur un été Euro, JO, Tour de France, maintien en Ligue 1 et finalement toutes les certitudes sont bafouées les unes après les autres. Thibaut, on te remercie. Merci à vous, hein, tout le meilleur pour la suite. Et... Tu seras réinvité, évidemment. J'avais raté déjà 1 ou 2 fois. J'aurais dû participer au micro-trottoir que vous aviez fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. D'ailleurs, faudrait qu'on. Et d'ailleurs, vous, j'en profite parce que là, Thibaut était avec nous pour ce podcast. Si vous aussi, vous voulez intervenir ou en tout cas nous soumettre des idées parce que là, on rentre dans une période de confinement où
Finalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Si vous avez envie de débattre de sujets particuliers autour du stade, je sais pas, de la formation, du nouveau stade, des choses comme ça, on pourrait éventuellement en parler dans un podcast futur. Sachant qu'en tout cas, Yann, tu avais tweeté à propos des municipales à Brest, c'était la liste de François Cuyante qui arrivait en tête devant celle de Malgorn. Donc, c'est deux listes qui soutiennent la construction du nouveau stade. Donc, sans parler de politique ou quoi, on s'en fiche ici, mais en tout cas, la mairie de Brest pour les années 2020-2026 semble se diriger vers un maire qui est plutôt pro-nouveau stade aussi. Voilà, merci messieurs. Bah, merci à toi. Prenez soin de vous, tout le monde. On va répéter les vieux messages utiles, mais enfin, tout le monde le répète, mais on ne le répétera jamais assez. Restez chez vous, prenez soin de vous. Chomiterguer, comme on dit en breton. Oui. Peut-être un podcast traduit en breton après parler. En tout cas, ouais, c'est ça. Restez chez vous, écoutez le podcast, réécoutez-le. C'est l'occasion de le faire connaître à des gens qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas pour l'instant. Tous les épisodes du podcast sont également disponibles depuis le début de la saison. Si vous voulez les réécouter et entendre ce qu'on a pu dire au début d'année, ça peut. Moi, j'avais réécouté un petit peu le tout premier, c'était marrant. On avait déjà prévu la descente de Toulouse, c'est beau. Tant de nez, on avait senti le jeu, c'était quelque chose. D'ailleurs, le gars de Toulouse qu'on avait eu, je sais plus comment il s'appelait. Jean-Baptiste JB. Ah oui, il était pas mauvais JB. Il avait dit que ça commençait à sentir un peu le roussi à force de tourner autour du pot de la 17e place, 18e. Lui, il s'est pas trompé. Donc peut-être que Toulouse, par miracle, va se sauver cette année. Si jamais la saison ne va pas à son terme, on verra bien. On le réinvitera peut-être l'année prochaine. Mais voilà, merci à tous de nous avoir suivis depuis le début de saison. En tout cas, c'était vraiment plaisir. Et puis on espère revenir très vite pour vous divertir. À plus, salut tout le monde. Chamboué, notre brigadier, son vol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.